Ok, alors, c'est déjà la deuxième séance de SPX Talks en français, donc ça commence à devenir une tradition. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nathalie Basse, qui est directrice de la recherche clinique, de la qualité, de la gestion des risques, de la relation avec les usagers à l'Institut mutualiste Montsouris, qui se situe à Paris en France. Et je vais très rapidement lui laisser la parole, parce que comme vous savez, c'est une demi-heure, pas plus. Donc voilà, à toi la parole. Eh ben, écoutez, bonjour, bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui ont pu se connecter. Je suis ravie d'échanger avec vous sur le sujet que l'on a identifié avec So Young. Du coup, la thématique aujourd'hui, c'est comment l'IMM a pu aborder le management de l'expérience patient. Donc, je vous propose qu'on puisse commencer avec les slides. Voilà. Alors, du coup, on va faire la slide suivante. Donc très rapidement, alors avant de vous présenter l'IMM, donc So Young m'a présenté, et juste pour compléter, ça fait un peu plus de 30 ans que je suis dans le domaine des hôpitaux et que je travaille sur différents postes de directeur, et celui que j'occupe actuellement, je l'ai à l'IMM depuis 7 ans, et avant j'étais DRH. Voilà. Alors je vais vous présenter très rapidement l'IMM pour que vous situez un peu le contexte dans lequel notre sujet de l'expérience patient se déploie. Ensuite, vous faire quelques mots sur notre approche et rentrer dans le vif du sujet sur finalement la gestion managériale de l'expérience patient à travers notre copie de l'expérience patient. Qu'est-ce qu'on peut en dire à la fois dans les facteurs de réussite, les freins et les limites, et les éléments de vigilance. Et puis si on a un peu de temps, on pourra passer quelques slides sur des sujets que l'on a traités et que l'on peut échanger ensemble. Slide suivante. Alors, l'IMM est un établissement, SPX est un établissement de santé privé d'intérêt collectif. Ça veut dire très concrètement qu'on est un établissement à but non lucratif et sans dépassement d'honoraires, avec des missions de service public. On est géré par des mutuelles et nous avons 5 grands pôles d'activité pour environ un peu moins de 500 lits et places. Donc les 5 grands pôles d'activité, je vous laisse les découvrir à l'écran. Le cardiovasculaire avec un certain nombre d'activités à la fois de chirurgie cardiaque et de cardiologie médicale. C'est un très très gros pôle à l'IMM. La prise en charge du cancer qui s'illustre à travers toute une série de chirurgies liées au cancer, que ça soit la chirurgie gynéco, uro, digestif et méta-osseuse, enfin, et des activités bien sûr d'oncologie médicale autour du cancer, en lien très fort avec l'Institut Curie, avec lequel on a un partenariat depuis de nombreuses années. On a aussi un pôle très important de pathologie fonctionnelle et de qualité de vie, avec de la médecine interne, de la diabéto, de la rhumato, des activités d'orthopédie. Alors là aussi, c'est chirurgical, mais fonctionnel cette fois-ci. Un pôle mère-enfant, avec des activités de gynécologie, de maternité et d'AMP. Et puis un très gros pôle de psychiatrie orienté sur la prise en charge de troubles, prise en charge d'adolescents et de jeunes, des troubles du comportement alimentaire. Voilà. Alors ça, c'est, je vous l'ai dit, à peu près 500 lits à place. Et en termes de salariés, pour finir la présentation, on est autour de 1400 équivalents temps plein. Slide suivante. Alors, la genèse de l'expérience patient, pour rentrer très vite dans le détail. On a créé notre copie l'expérience patient en juin 2018. À l'époque, le sujet était assez novateur, mais juin 2018, il y avait peu de choses dans la littérature française, ou même d'ailleurs européenne, en tout cas accessible en langue française, et pour trouver des éléments, des sources documentaires, il fallait surtout se tourner vers les Canadiens. Alors pourquoi mai-juin 2018 ? À cette époque, en mars 2018, j'ai l'occasion de participer à une conférence sur l'expérience patient, l'engagement patient, et très vite ça a résonné sur ce que je pensais être un sujet d'avenir. Je crois que je ne me suis pas trompée. Aujourd'hui, les expériences se multiplient en France, mais à l'époque pas grand-chose. Donc très vite on crée ce copie d'expérience patient, d'emblée avec des patients et des professionnels. Pas énormément de patients au départ, on n'en avait que 2,
2022. Ça a augmenté depuis. Et on se donne une devise qui nous accompagne toujours depuis, qui est une devise d'une chercheuse canadienne et qui est qu'arriverait-il si l'amélioration de l'expérience, de la qualité et le changement organisationnel étaient guidés par l'expérience des patients. Alors on y reviendra parce que c'est un peu un mantra pour communiquer aisément avec les services autour de l'expérience patient et leur expliquer facilement ce que c'est sans rentrer d'emblée dans des détails parfois un peu conceptuels qui peuvent parfois les éloigner du sujet. J'entends des bruits, non? Ça va. Donc, on lance notre démarche. Au départ, on est très tourné autour du copil, c'est-à-dire qu'il y a peu d'expérience, on lance rien dans les services, on essaie déjà de faire un peu un état des lieux, à la fois documentaire, veille documentaire sur ce qui existe au niveau national et international, et en interne. Donc, on commence à utiliser des méthodes d'audit, de rencontres auprès des patients pour voir finalement si ce sujet est en résonance avec la réalité ou pas. Alors évidemment en 2018, bah oui, il est en résonance, mais à l'époque on ne savait pas forcément si c'était un sujet qui allait prendre. En 2019, on organise notre première journée de l'expérience patient en juin 2019 et elle a pas mal de succès, principalement auprès de nos patients qui étaient présents ce jour-là, évidemment, dans l'Institut, et auprès de professionnels ou extérieurs. C'est-à-dire qu'en interne, peu encore de succès. C'est-à-dire que vraiment, on avait un amphi le 20 juin 2019 qui était plein, il y avait 200 personnes, et c'était principalement des gens de l'extérieur. D'associations, de France Assos, des patients, des professionnels qui avaient été intéressés et qui, comme nous, découvraient le sujet. On a, avec le comité de pilotage, toujours pour vous expliquer la genèse, assez rapidement écrit ce qu'on a appelé le livre blanc de l'expérience patient. Alors, c'est un document très pratico-pratique qu'on a daté de 2019 à 2021. On est déjà en 2024, on en est à la V2, on a un peu de retard. Mais l'idée avec ce livre blanc, c'était d'exprimer un peu notre philosophie. Vous le verrez plus tard. Et puis, pour se rapprocher d'aujourd'hui, depuis 2020, jusqu'à aujourd'hui, on crée des outils méthodologiques, on rencontre les services, on développe à la demande des services des outils pour leur permettre de développer à leur niveau l'expérience patient. Donc, j'y reviendrai probablement, mais notre notre pierre angulaire, c'est qu'on s'adapte aux besoins des services. On les rencontre, on discute avec eux, on saisit les opportunités et en fonction de leur degré de maturité ou de ce qui peut naître de la discussion avec eux, on leur propose des éléments. On ne force pas sur des méthodes en disant il faut absolument que vous fassiez ceci ou cela. On essaie vraiment d'être au plus près de leur intérêt et je crois que ça fonctionne plutôt bien. On y reviendra. Slide suivante. Alors, du coup, depuis 2022, c'est ce que je vous ai dit, l'idée c'est d'intégrer les savoirs expérientiels et l'expertise des patients partenaires auprès de nos patients et auprès des services dans les projets. Donc les projets sont vraiment discutés avec les équipes et on s'adapte. Trois niveaux, trois grands objectifs que vous voyez sur la slide. Favoriser l'implication et le partage autour des expériences en provenance des patients, construire ensemble ce qu'on a appelé un peu pompeusement peut-être l'hôpital de demain, mais on y croit vraiment, construire ensemble des nouveaux modalités de prise en charge et puis faire le lien entre tous les acteurs de la prise en charge parce que je crois que tous ceux qui sont connectés en sont convaincus. Le patient est au cœur d'un dispositif qui sort bien très rapidement de l'hôpital. On n'est qu'un maillon dans une chaîne de soins et il faut assurer cette prise en charge collective. Slide suivante. Alors, le management de l'expérience patient, si on essaie de représenter concrètement comment on l'a vécu et qu'est-ce que ça veut dire derrière, si on lit la slide de gauche à droite, d'abord on essaie de participer au réseau d'experts expérience patient. Alors,
honneur à SPX avec Share Patient Experience. Ça fait donc 2 ans maintenant ou 2 ans et demi qu'on a adhéré et on y trouve évidemment tout un intérêt. Je ne vais pas vous faire la retape sur SPX. On adhère aussi à d'autres réseaux français et à l'Agence nationale d'amélioration pour la performance où là on fait partie du réseau d'experts. L'idée c'est de sortir de notre zone de confort en fait pour se confronter à d'autres collègues d'abord au niveau national déjà et au niveau international et d'enrichir nos échanges. Et donc, du coup, de récupérer de l'information et de participer autant que possible aux sujets qui sont portés par ces institutions. À droite du slide, toujours en étant externe, les partenariats extérieurs, l'expérience patient, comme on l'entend sur un angle très large, vous le verrez juste sur le bas du slide, on a des partenariats avec différents boîtes, on va dire, différentes structures associatives ou industrielles pour nous aider à gérer des sujets comme les verbatims patients avec Entends-moi ou de gérer de la formation autour de l'expérience patient avec Osiris, qui est une boîte de conseil, ou plus précisément de développer des outils au profit des patients avec des associations comme Rosa Move qui œuvrent pour la prise en charge dans le cancer ou des applications au profit de patients. Donc ça, c'est au niveau externe. L'organe de pilotage, je vais vous en parler dans quelques minutes, c'est le COPIL de l'expérience patient. Et il travaille finalement avec cette frise que vous voyez au bas du slide. C'est une typologie de patients. On a essayé de réfléchir où est-ce qu'on pourrait raccrocher très concrètement les expériences qu'on pourrait mener. Donc on a trouvé cette façon de présenter les choses. Alors ça peut être un peu réducteur. L'avantage évidemment, ça nous permet de faire un lien et de caser dans les bonnes boîtes les expérimentations. Alors le premier axe, c'est le patient acteur de ses soins. C'est notre première orientation. C'est qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour mobiliser du savoir expérientiel pour le patient dans sa prise en charge. Qu'est-ce qu'on met en place concrètement grâce à l'ETP, grâce à des techniques de médecine intégrative, grâce à de l'amélioration de l'information? Qu'est-ce qu'on met en place au profit du patient dans son parcours de soins à l'IMM? Le deuxième axe, c'est le patient père aidant. On est là sur quelque chose d'assez classique. Je pense que tout le monde essaie de le développer. Là, c'est l'introduction du patient père aidant au profit d'autres patients qui sont en cours de prise en charge. Là, on est en train de monter un groupe de travail avec des patients partenaires pour structurer un peu mieux nos outils et pouvoir plus développer cette partie du patient père aidant. Et le troisième axe, c'est le patient partenaire, ce qu'on avait appelé au départ le patient citoyen, c'est le patient impliqué dans la gouvernance, soit dans le COPIL d'expérience patient, vous allez le voir, je vais vous en parler, soit de manière plus générale sur des participations institutionnelles avec des groupes thématiques. On a mis en place plusieurs groupes thématiques où les patients partenaires peuvent venir travailler avec nous pour 2, 3, 5, 10 séances en fonction bien sûr du sujet. Cette frise, finalement, elle représente notre gouvernance de l'expérience patient. Slide suivante. Donc bon, ça c'est juste un petit clin d'œil pour vous dire qu'on a fait un kakémono qui est dans le hall de l'IMM, qui est visible par les patients, où on explique de manière un peu illustrée et un peu sympathique finalement l'expérience patient avec notre phrase totem en haut. Slide suivante. Alors, le COPIL, pour cibler vraiment sur cet organe de pilotage, le COPIL, c'est quoi les facteurs de réussite de notre COPIL? Donc, il a un peu plus de 5 ans dans les faits, mais il y a pendant 1 an et demi, il a été mis en suspens pendant la période Covid. Il n'y avait pas de COPIL expérience patient. Donc, globalement, on a un feedback d'un peu plus de 3 années de fonctionnement. Donc, comment on peut orienter? D'emblée, on a fait une équipe pluriprofessionnelle. Actuellement, dans le COPIL, vous avez 2 chirurgiens, un anesthésiste, un psychiatre, un médecin spécialiste du sport. C'est moi qui fais ce bruit-là Non, d'accord, ok. Vous avez 4 cadres de santé, y compris des infirmières coordinatrices. Vous avez 3 IDE, une IDE de parcours. Vous avez des membres de l'équipe qualité, dont moi, et vous avez 5 patients.
On a donc augmenté, enfin considérablement, on a augmenté significativement le nombre de nos patients partenaires il y a maintenant presque un an. On en a inclus 3 autres, là où il y en avait plutôt 2. Donc 5 patients. Alors, tout le monde ne vient pas à chaque réunion, bien sûr, ça dépend des agendas, évidemment, mais globalement, on a une grande fidélité dans le Copil. Et les gens essaient toujours de venir, ou en tout cas de prendre en route. Les principes qui nous ont animés, c'est l'écoute, la transparence, le partage, et puis l'évaluation. Récemment, en janvier 2024, on a fait un sondage auprès des membres du Copil en leur demandant finalement qu'est-ce qui marche dans notre Copil, hein, pour pas s'endormir sur cet outil de management, et de voir ce qui pouvait être amélioré, ce qui devait au contraire être conservé. Donc on a mis en place avec mon équipe les résultats de cette évaluation. Alors le pilotage de manière très concrète, le choix qu'on a fait, c'est des réunions régulières, environ toutes les 5-6 semaines. C'est des réunions courtes, c'est des réunions d'1h30 entre midi et 2. Je le précise parce que en fait, avec la composition notamment médicale du Copil, je ne peux pas arriver à combiner, enfin à garder pendant 3 heures en réunion un après-midi des chirurgiens, des anesthésistes et enfin des médecins dans les services. C'est pas possible. Donc du coup, le choix a été fait d'avoir un Copil très efficace, très court, où soit la direction qualité présente un certain nombre de sujets et on essaye autant que faire se peut de donner la parole à des experts, enfin à des participants. Chacun vient plancher, vient présenter son sujet. Ça nous permet après en back-office de piloter de manière plus aisée. Je vous cache pas qu'en fait, le gros travail, il incombe à l'équipe de qualité, puisqu'il faut faire de l'animation, évidemment. Il faut suivre notre tableau de bord. On a un tableau de bord Excel qui est très détaillé, qui est notre fichier de suivi. Il faut faire les comptes rendus systématiques. Ça, c'est un facteur de réussite, je pense, du Copil, mais en même temps, c'est un travail qui est assez important. Et puis, peut-être une petite astuce, enfin, qui maintenant, avec tous les outils partagés, peut paraître assez évidente, mais en 2018, ça ne l'était pas, c'est qu'on a mis en place un dossier informatique partagé qui est accessible à tous les professionnels de l'IMM qui participent à ce comité de pilotage, et puis par lien aux personnes qui sont extérieures, notamment à nos patients partenaires. Et donc, l'ensemble de notre documentation est dedans et bien structurée pour garder évidemment une mémoire. Comme je vous l'ai dit, il y a des présentations par service qui sont faites, et puis on espère évidemment que les membres du Copil sont des ambassadeurs de l'expérience patient, à la fois dans leur propre service, mais aussi avec leurs collègues. Voilà. Et je crois qu'ils le sont. Slide suivante. Slide suivante, pardon. Allô? La slide suivante? Voilà. Alors, non, alors, avant, pardon. Voilà, très bien, merci. Non, il faut revenir. Voilà, très bien. Du coup, pour très concrètement, les outils de pénétration, on va dire, de toute la politique et tout le management de l'expérience patient dans les services, je vous l'ai dit, c'est d'une part une information régulière par mail, par newsletter auprès des services. C'est de la formation des professionnels. Depuis 2021, nous avons mené différentes expérimentations de formation auprès des professionnels. Et là, pour vous donner un exemple, en fin d'année, avec notre partenaire, nous allons essayer de monter une formation qui va avoir la particularité, si on y arrive, d'avoir des binômes ou des trinômes professionnels et patients de service pour qu'ils puissent travailler sur des idéations propres à leur service. L'idée aussi, c'est bien sûr être à la disposition des professionnels. Ça, c'est un élément fort du management pour capter les besoins. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour répondre en organisant le pilotage du travail. Donc, on est très, très à l'écoute et on est vraiment en soutien méthodologique et dans le faire pour les services. On les laisse pas tout seuls parce qu'on sait qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Et on organise des groupes de travail thématiques, notamment des focus group. On a déjà fait 5 focus group différents depuis quelques années et on en a 2 ou 3 qui sont prévus cette année. Focus group, bien sûr, avec des patients. La communication institutionnelle, je vous l'ai dit, on participe à des institutions, des sociétés
sociétés savantes, donc on réseaute aussi pour faire connaître l'IMM. On s'implique donc sur les réseaux sociaux. On a fait les journées expérience patient. La prochaine sera en décembre 2024, donc je fais une information et j'enverrai à SPX évidemment toutes les informations. Vous serez les bienvenus si vous êtes sur Paris lors de cette journée. Et nous allons revoir notre site internet pour repenser notre communication autour de l'expérience patient parce qu'elle existe, mais elle est très largement perfectible. Slide suivante. Alors, je vais vite parce que le temps approche. Le contexte externe, quand même, les freins et les limites. On est dans une situation où on n'est pas les seuls. Tous les établissements sont concernés par cette problématique en France ou en Île-de-France. Tension financière, tension sur le marché de l'emploi. Donc, le risque, c'est une forme de désinvestissement, tout simplement parce que dans les équipes, vous avez un turnover de professionnels qui est tellement important que les cadres se concentrent, et c'est logique, sur l'intégration de ces nouveaux professionnels avant de passer à d'autres sujets. En interne, évidemment, l'ennemi absolu pour moi, c'est le temps. Le temps, c'est vraiment, je développe pas, mais ça passe très 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 vite et on peut perdre des opportunités. Le renouvellement des membres du COPIL à anticiper. Pour l'instant, ça s'est plutôt bien fait, mais il faut toujours être vigilant là-dessus. Le risque de lassitude. Pour l'instant, les membres du COPIL ne l'ont pas, semble-t-il, exprimé, mais c'est un risque qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut préparer. Et puis la délégation de tâches, il faut absolument arriver à mieux dégager, à faire de la délégation de tâches tout en aidant les professionnels. C'est un équilibre un peu compliqué. Les autres slides, je pense, allons-y pour la. Voilà. Alors les autres slides, je crois que je les développerai pas, mais elles seront disponibles dans le support. C'était quelques exemples de management de l'expérience patient par domaine. Donc je crois qu'on est aux questions maintenant. Ça va? Magnifique. Quel timing. Tu parlais de temps, mais là, magnifique. Je pense qu'il y a déjà une ou deux questions parmi le public et on va peut-être immédiatement prendre la première question. Je vais passer une question dans le chat. Lucie, si tu sais nous aider. Alors, on a Charlotte Martin qui demande comment avez-vous composé le COPIL Expérience Patient? Alors au tout début, très intuitivement, il n'y avait pas de recette. J'ai essayé d'avoir des chirurgiens. J'en connaissais un qui était chef de service, qui est toujours chef de service. Voilà, et je lui demandais s'il était intéressé. Alors il n'était pas encore dans mon équipe, mais j'avais un anesthésiste qui est aujourd'hui dans mon équipe. À l'époque, il n'était pas. Je l'ai embarqué parce qu'il était intéressé déjà. Donc en fait, de manière très, très, je dirais naturelle, très téléphone, rencontre, voilà, de manière la plus sympathique possible, en tenant compte de ce que je pouvais connaître de l'établissement que je connaissais bien par mon passé de DRH. Après, on l'a un peu plus structuré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il faut que je trouve un chirurgien complémentaire puisque l'un d'entre eux va réduire son activité. Bref, ne sera plus au COPIL. Donc là, je vais essayer d'aller rechercher des gens. Et sur les patients partenaires, au départ, c'était des patients pris en charge à l'IMM. Et puis, je me suis exonérée de cette contrainte. Et quand j'ai des patients partenaires qui disent, voilà, on est intéressés, on a vu ça sur les réseaux, vous faites quelque chose. Moi, à partir du moment où c'est des gens investis, qui ont réfléchi au sujet, qu'ils soient patients de l'IMM ou pas, je les prends dans mon COPIL. Alors, j'en mets pas 15 000 non plus, il y en a 5. Il y a de la place pour 6, 7 patients partenaires. Après, on pourrait plus fonctionner. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Une autre question? Alors, on a deux autres questions dans le chat. Une de Youp qui commente que votre programme est impressionnant. Qu'est-ce que vous avez appris en matière de gestion du changement dans ce contexte? Alors, c'est une question qui est super intéressante. Elle est, à mon sens, très, très compliquée pour vous répondre. Donc, très spontanément, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça mériterait d'y réfléchir de manière plus organisée. Alors, d'abord, moi, ce que j'ai observé, en fait, et qui n'est probablement, il faut être modeste, pas lié à ce que nous avons fait en interne, ou pas complètement, c'est que le terrain externe sur l'expérience patient est un formidable levier. En 2018, je vous le disais, pas grand-chose sur ce sujet-là. Rien n'était sorti au niveau de la Haute Autorité de Santé. Il fallait, si on était en langue française, aller au Canada pour lire des choses. Bref, aujourd'hui, l'écosystème a complètement changé. Ce qui fait que quand on discute avec des médecins, je prends des médecins parce que c'est parfois le public le plus compliqué au départ à convaincre. Aujourd'hui, vous avez des tas de médecins qui en ont entendu parler, qui ont échangé, qui ont vu des choses, qui sont impliqués sur les proms. Et donc, du coup,
le changement en fait se fait assez facilement. Je dis pas qu'il n'y a pas des irréductibles gaulois comme on dit chez nous et des gens un peu réticents. Il y en a forcément. Il y a toujours, c'est comme une courbe de Gauss, hein, d'accord. Il y a toujours ceux qui ne bougent pas, mais je sens quand même un formidable mouvement. La limite quand même que je mets, c'est celle de la capacité à avoir les ressources pour pouvoir gérer tout ça, pour pouvoir gérer toutes ces envies. Ça, parfois, avec mon équipe, on est un peu à la peine et il faut y aller, mais c'est un peu compliqué. Donc, le temps est vraiment un élément important. Et puis, le changement culturel, donc je le sens comme ça et je pense que ça ne va pas s'arrêter. C'est sûr que ça ne va pas s'arrêter. Je crois que ce sera d'ailleurs la dernière question de So-Young, donc j'y reviendrai. Et on a une autre question de Valérie qui demande, vous avez parlé des patients dans les projets. Comment participent-ils en étant seulement 5 ? Alors, les patients dans les projets, nos 5 patients, je le reprécise, ils sont au comité de pilotage. Certains d'entre eux ont accepté de participer en plus à des groupes de travail. Je vous donne un exemple. On avait monté un groupe de travail sur le passeport ambulatoire, la refonte de nos documents. Certains patients y ont participé. Mais autrement, sur les groupes projets thématiques, tout simplement, on discute avec les médecins ou les gens du sujet pour dire, écoutez, est-ce que vous avez des patients qui se sont manifestés et il y en a toujours. Et du coup, on leur écrit. Et très honnêtement, ils sont plutôt très facilement joignables. Et puis, il y a quand même un élément, c'est que vous avez des patients qui vous envoient des mails aujourd'hui, qui trouvent votre adresse mail et qui disent, écoutez, je suis patient de l'IMM, j'ai été content de la prise en charge, y compris pour des gens qui pourraient faire des remarques et améliorer. Je suis intéressé par le sujet si vous avez besoin de moi. Donc, trouver des patients qui vous donnent du temps, pour l'instant, c'est pas mon souci, on en trouve. C'est plutôt les professionnels qu'il faut arriver à dégager. Ça, c'est plus compliqué. Mais les patients, des réunions rien qu'avec les patients, vous les avez autour de la table. Ça, d'expérience, moi, je n'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Pas si ça a répondu. Et une dernière question de Thierry. Avez-vous un exemple d'un changement dans la prise en charge patient ? Alors, des changements, oui. Il y a plusieurs exemples. Je vais prendre quelque chose que j'ai vu ce matin sur Google, puisqu'on gère les avis Google, et un exemple très clair d'une expérimentation. Alors là, pour le coup, qui a été montée par le département d'orthopédie. Vous voyez, c'est même quelque chose qui n'était pas à l'origine du tout porté par le comité de pilotage. Ils font des ateliers avec des patients d'information sur des prises en charge thérapeutiques. Et les avis, alors là, on est dans le cas du patient pris en charge pour lui-même. Les avis sont très, très positifs d'emblée. C'est un exemple de démarche expérimentale où on réunit des patients qui peuvent ainsi poser des questions sur leur prise en charge et ça produit beaucoup plus de valeur ajoutée que le simple colloque singulier finalement, qui est toujours indispensable, hein, mais ça produit plus parce qu'évidemment il y a un échange. Des expériences réussies, ce sont des petits podcasts qu'on a pu faire sur des sujets comme l'information et le consentement, par exemple, qui sont utilisés et on a des retours positifs des patients. Voilà, des patients qui commencent à être patients partenaires et du coup ou qui ont pu bénéficier de mise en place de médecine intégrative et de soins complémentaires et qui nous en font un retour positif. Il y a pas mal de retours. La question, c'est comment on les capitalise, comment on récupère ces retours positifs et comment on en fait l'évaluation pour montrer aux professionnels que ce qu'ils font pour l'expérience patient, c'est tout bénef, si je peux me permettre cette expression. Alors, tu peux vraiment te permettre cette expression. Et donc, on vient sur 25 minutes de voir quelle est ta contribution à toi, mais aussi à ton équipe concernant l'expérience patient. Et moi, là maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu te vois entre maintenant et 5 années qui viennent. Quelle sera ta contribution à l'amélioration de l'expérience patient de manière tout à fait personnelle? Comment tu vois les choses? Alors, de manière personnelle, mais toujours dans ma sphère professionnelle, je pense que c'est un sujet qui ne va faire que de se développer. Je profite de cet échange pour remercier toute l'équipe qualité, parce que l'expérience patient n'est pas un sujet à part qui est porté que par quelques personnes. C'est toute l'équipe qui aujourd'hui s'investit et c'est vraiment un outil de management de la qualité dans l'hôpital. Alors ça, je pense que c'est un élément fort pour les prochaines années. C'est vraiment un axe de communication avec les professionnels. Personnellement, l'image que j'ai personnellement de l'avenir, c'est que à la fois en tant que citoyen, en tant que patient potentiel,
on l'est tous, et en tant qu'aidant, je ne peux qu'espérer que ce sujet de la démocratie sanitaire va se poursuivre. Je sais les limites qu'il peut y avoir, parce qu'il y a toujours des débordements et on se dit toujours, ah bah oui, c'est ça sert à rien, ça déborde, etc., etc. Mais je pense que ce sera ça, l'écume, en fait, et que profondément, on améliorera nos systèmes, on sera plus performant. Je suis persuadée aussi que le travail qui est en cours aujourd'hui autour de le concept de VBHC, Value Based Healthcare, est un concept qui va permettre, si on se projette dans 5 ans ou voire plus, d'orienter le financement des hôpitaux autour de ce qui a de l'importance. Donc moi, dans 5 ans, écoutez, je m'approcherai probablement de ma fin de carrière quand même, donc je vais devenir patient et aidant complètement, et j'espère que quand je serai complètement en face, on aura ce regard pour moi, c'est-à-dire de m'interpeller sur mon vécu et en quoi mon vécu expérientiel peut être une amélioration pour les soignants. Pas simplement pour moi, mais une amélioration pour les process organisationnels. Voilà, si je peux très rapidement. Nathalie, je te remercie infiniment pour ce que tu viens d'expliquer. Et moi, je retiens une seule chose, et j'espère que tout le monde a bien entendu. L'expérience patient est un outil du management dans le système de santé. Et je pense que ça, c'est vraiment la phrase de fin. Je te remercie. Je remercie l'IMM. Je remercie ton équipe. Je remercie tous les participants. Et je peux vous dire, écoutez, dans un mois, donc au mois de mai, où on aura l'occasion de rencontrer une autre Nathalie, mais de Belgique cette fois-ci. Donc, bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez besoin des slides, ils sont à votre disposition. Merci beaucoup, Nathalie. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.